Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir, vous le reconnaissez, Guillaume Durand, bonsoir. Bonsoir Myriam. Et merci d'être notre grand témoin ce soir. Journaliste, écrivain, vous publiez Bande à part chez Plon. C'est une galerie de portraits très personnels et touchants de politiques, de rockers, de grands penseurs que vous avez aimés, que vous avez rencontrés. C'est une partition funèbre aussi de la Ve République qui date de bien avant la crise institutionnelle que nous traversons. Alors comment sortir du deuil quand elle frappe une nation? On va en parler ensemble tout à l'heure. Dans la deuxième partie. Mais d'abord, on va s'arrêter ce soir sur le budget de la sécurité sociale. Gros coup de frein dans les dépenses de santé et les dépenses sociales. Reste à charge, arrêt maladie, retraite. Le gouvernement table sur 15 milliards d'économies. Qui va trinquer? Les plus malades, les plus âgés? On en débat dans un instant avec mes invités. Enfin, un nouveau rendez-vous le vendredi soir, ça s'appelle Séance de rattrapage. Toutes les coulisses, toutes les images, les temps forts de la semaine à l'Assemblée. Ce sera avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà, ça vous regarde. Installez-vous. On y va, Guillaume Durand? Je vous suis. C'est parti. L'État-providence battrait-il un petit peu de l'aile? On va s'arrêter ce soir sur le tour de vis budgétaire dans les dépenses de santé. C'est un sujet qui nous concerne tous. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a donc été présenté hier. 5 milliards d'économies sur la santé avec des mesures très, très concrètes qui vont affecter la prise en charge des malades dans notre pays. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Bienvenue, député socialiste de l'Essonne. Bonsoir Martin Garagnon. Ravi de vous retrouver, porte-parole du parti Ensemble pour la République, c'est le parti présidentiel. Bonsoir Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Sorbonne Paris-Nord. Enfin bonsoir Fanny Guinochet. Bonsoir. À mes côtés, merci pour m'accompagner sur ces sujets budgétaires, techniques, mais très importants pour les Français. Vous êtes journaliste économique à la Tribune et à France Info, la radio. Guillaume Durand, votre regard nous intéresse. Je sais que vous avez traversé des épreuves de santé importantes, passé par l'hôpital, donc n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Un débat qui s'ouvre comme chaque soir par le récap de Bruno Donnet, qu'on accueille tout de suite. Retourner. Bonsoir Guillaume, Myriam, bonsoir à tous. dans votre récap ce soir, des économies et une subtile querelle sémantique. Oui, c'est le ministre de l'économie qui l'a dit ici même ce matin. Certes, il va bien augmenter les impôts, mais il cherche aussi d'autres solutions. Je m'engage personnellement à ce que chaque proposition documentée qui permettra de remplacer 1 euro de fiscalité par 1 euro d'économie sera instruite et retenue à chaque fois que ce sera possible. Il souhaite limiter les dépenses. Voilà pourquoi le projet de loi de financement de la sécurité sociale va subir une cure d'amaigrissement, notamment dans un secteur très précis que son prédécesseur appelait déjà de ses voeux. Il faut que nous tous, sur nos dépenses de santé, nous fassions plus attention. Les dépenses de santé. Alors, très concrètement, ça veut dire que l'assurance maladie va devoir faire près de 5 milliards d'euros d'économies. Dans le détail, le niveau de remboursement des cotisations de médecins et de sages-femmes va diminuer d'1 milliard. Les arrêts maladie seront moins bien remboursés. Le plafond va passer de 1,8 à 1,4 SMIC. Et enfin, les transports médicaux vont également être concernés puisque les patients dont l'état de santé le permet auront l'obligation de partager leur taxi s'ils souhaitent continuer à être remboursés. Alors, est-ce que ça s'appelle une cure d'austérité? Aïe, 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 surtout pas, malheureuse, dites pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Écoutez ce qu'a répondu ce matin celui qui est en charge des comptes publics. Les dépenses de l'ensemble de la sécurité sociale, toutes branches confondues, vont augmenter. Elles vont augmenter en 2025. L'austérité, c'est pas ça. Voilà, alors c'est vrai, le plan présenté prévoit une augmentation des dépenses de sécurité sociale de 18 milliards d'euros pour 2025. Quant à l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il devrait lui aussi augmenter, donc il faut impérativement surveiller notre langage. Il n'y a pas d'austérité pour la sécurité sociale quand l'ONDAM est proposé à plus de 2,8% et que l'inflation est à plus 1,8%. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas de cure d'austérité.
bam, c'est pas vrai, il n'y a pas d'austérité. Alors, dans les faits, c'est assez subtil, car ce que souhaite le gouvernement, c'est en fait une baisse de la hausse des dépenses. Dit comme ça ressemble un peu à une formule qu'aurait signée Coluche. Il n'en est rien, car en politique, ça porte un petit nom beaucoup plus élégant. C'est la différence entre un État-providence qui finance tout le temps, pour tout le monde, et l'État auquel je crois, qui protège réellement et totalement les plus fragiles. Et voilà, ça s'appelle l'État-providence. Reste à savoir jusqu'où il est possible de lui tordre le cou. Vous vous souvenez, Myriam, des petits rhumes que François Fillon voulait cesser de rembourser. Eh bien, en 2017, cette formule l'avait conduit au tréfonds des sondages. Le trou de la Sécu est abyssal, mais il a déjà englouti plus d'un gouvernement. Merci beaucoup Bruno Donnet. Alors on va commencer par un tour de table. C'est un peu le même petit jeu que hier soir où on parlait du budget de la France, celui de la sécurité sociale. Un mot Jérôme Guedj, on entend que ce n'est pas de l'austérité. Vous êtes d'accord avec ça? Un mot pour le qualifier, ce budget de la Sécu. Un peu brutal. Ça fait 28 ans que je suis les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, si j'ose dire, parce que c'était mon métier quand je travaillais au ministère des Solidarités. Et celui-là est un peu brutal, d'ailleurs, sur la forme et sur le fond. Les conditions d'élaboration, je peux vous le dire, hier après-midi, les derniers arbitrages étaient en cours sur le contenu de ces PLFSS. Et on a entendu Michel Barnier dire, on va y compris faire des choses pendant le débat parlementaire, mais on va tuer le suspense tout de suite. Il y aura un 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après, le gouvernement peut choisir quel 49.3, avec quelles mesures voter, quel amendement. Mais c'est ça le pire, c'est-à-dire que moi, depuis hier, et puis depuis plusieurs jours, on prépare les amendements parce qu'on est des parlementaires sérieux et qui prenons à cœur le rôle qui est le nôtre. Mais comme les 2 dernières années, à la fin, il y a 49.3 et il picore en retenant rarement les amendements qu'on a réussi à faire voter, en prenant qui n'avaient pas été encore examinés. Donc oui, il est brutal sur la forme et surtout sur le fond, parce que c'est assez inédit de s'en prendre, notamment à l'hôpital, parce que je vais démentir dans quelques instants la présentation de Laurent Saint-Martin. À l'hôpital, ça va être très dur, parce que, je peux le dire tout de suite, il y a une progression en effet, du montant, mais qui intègre, et c'est une passe-passe comptable, on a demandé aux hôpitaux de payer une augmentation des cotisations retraite des personnels hospitaliers. Donc on leur compense, donc optiquement le montant augmente, mais défalqué de l'inflation, défalqué donc de ce tour de passe-passe, en réalité on a quasiment une progression de 0 pour le budget hospitalier. Et c'est assez cohérent avec la première sortie, il faut toujours écouter ce que dit Michel Barnier, moi j'ai compris ça, sa première sortie c'était à l'hôpital Necker, quand il vient d'être nommé, 2 jours après, et il dit on fera des économies à l'hôpital. Moi j'avais tiqué en disant comment, à peine arrivé, il dit tout de suite on va faire des économies à l'hôpital. Quand on connaît le fait que l'hôpital est déjà à l'os. Voilà. De l'expliquer aux Français. Martin Garagnon, brutal, quel est votre mot pour qualifier ce budget? Responsable, c'est un budget responsable. On a une optique qui est claire, on a une stratégie qui est claire, c'est la responsabilité et le redressement des comptes publics. Ça, c'est la ligne d'horizon. Donc après, les modalités, elles peuvent être définies au Parlement et vous ferez votre travail de parlementaire avec des amendements et il peut y avoir des modifications, ça a été dit, y compris par des députés de notre camp, Ensemble pour la République. Donc il y aura des modifications sur cette première version sur la mesure qui retraite, est proposée. déjà, elle est quasi mornée. On voit bien que on verra. ni votre camp, ni la gauche, ni la droite n'en veut véritablement. Moi, je ne préjuge pas du travail parlementaire. Je respecte effectivement la séquence qui va s'ouvrir. On verra s'il y a un 49.3 et quel est le périmètre de ce 49.3. Mais en l'occurrence, il y a toute une séquence qui s'ouvre avec la présentation qui a démarré ce matin. Mais l'objectif, il est la responsabilité. Donc, on n'est pas, contrairement à ce qui peut être dit, dans une cure d'austérité. On est dans un redressement et dans une responsabilité. Lorsque vous avez un budget qui augmente... Bon, j'ai été un peu plus bref. Allez-y, mais il faudra que mesdames fassiez plus court. Voilà, mais simplement en un mot, et je crois que ça a été dit dans votre présentation, lorsque vous avez un budget qui est en augmentation 2 fois moins que l'année dernière, mais qui est supérieur au taux de l'inflation, on ne peut pas parler d'austérité, de dépenses et de contraintes sociales. L'objectif, c'est de maîtriser la dépense sociale. Nathalie Coutunet. Pareil, on entend brutal, responsable, pas d'austérité, si c'est de l'austérité. Alors si, il y a de l'austérité évidemment, et moi je qualifierais un petit peu d'incroyable ou d'insoutenable pour nous les citoyens qui sommes des patients potentiels, quand on connaît déjà la difficulté de l'hôpital, d'un certain nombre de déserts médicaux, de situations médicales dans les territoires qui sont catastrophiques, je trouve que c'est complètement irresponsable de faire ça. Et je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que 2,8 moins 8 d'inflation, ça fait 1%. Si vous ajoutez la hausse de la consultation médicale qui passe à 30 €, vous avez quasiment déjà mangé vos 1%. Donc c'est forcément un budget d'austérité. Juste pour comprendre, 15 milliards d'économies sur l'ensemble de la sécurité sociale, ça veut dire toutes les branches, c'est beaucoup plus que l'année précédente? Disons que oui, c'est plus, et c'est surtout après des années et des années où on continue
à réduire les dépenses et à réduire aussi les recettes, parce que la politique qui a été menée par les différents gouvernements Macron depuis maintenant plusieurs années, c'est de baisser les recettes, donc de générer des déficits et ensuite de dire, comme on a des déficits, il faut réduire les dépenses. Cette stratégie politique, elle est connue maintenant aujourd'hui et c'était la fameuse théorie du ruissellement que nous avait vendue Emmanuel Macron qui a montré un échec patent quand même, puisque si le ruissellement avait fonctionné, on n'aurait pas ce déficit budgétaire aujourd'hui. Donc continuer dans ce type de politique alors qu'elles ont clairement montré leurs échecs, c'est complètement irresponsable. On va entrer dans le détail. Un mot également, juste. C'est un sacré tour de vis, effectivement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste pour bien comprendre, Fanny Guinochet, on va se concentrer sur la santé ce soir, parce que là, ça parle vraiment aux gens. Mais la sécurité sociale, c'est quoi pour bien comprendre? Alors, c'est important parce qu'effectivement, on parle beaucoup du budget, mais le budget de la sécurité sociale, ce qu'on appelle un peu vulgairement le PLFSS, ça touche tous les gens puisque ça touche tout le monde. La sécurité sociale, pour faire très simple, c'est 5 branches. C'est une branche retraite, donc la part de la vieillesse, c'est le plus gros poste de dépenses des Français. C'est ensuite l'assurance maladie, donc effectivement les malades, l'hôpital, etc. Vous avez aussi une part qu'on appelle AT-MP, qui sont les accidents du travail, donc ça touche aussi une partie du monde du travail. Et puis vous avez la famille, les allocations familiales, tout ce qui a trait à la famille. Et enfin, dernière, je parle parce que vous connaissez ça très très bien, sur le contrôle, la petite dernière, mais qui a tendance à bien grossir du fait du vieillissement de la population, c'est la dépendance. C'est comment, en fait, on prend après, après la retraite, vous avez malheureusement souvent la dépendance et qui, avec le vieillissement de la population française, ne cesse de croître. Voilà, c'est pour ça que c'est sensible. Et c'est pour ça que c'est sensible parce que ça touche tout le monde. Plus de malades, plus de personnes âgées. Voilà, ça c'est très important de le dire parce qu'effectivement, après, on est derrière l'ONDAM, des mots un peu barbares, la progression des dépenses, mais inévitablement, ces dépenses, elles augmentent de toute façon, de façon très importante, parce qu'il y a de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps et qu'il y a des frais de dépendance. Quand vous avez une population qui vieillit, forcément, vous avez plus d'actes médicaux, et tout ça, ça pèse lourd. Alors, on va parler déjà de 2 mesures. On va parler des consultations médicales qui vont être moins bien remboursées et on va parler des arrêts maladie, eux aussi moins bien indemnisés. Ça, les Français, ils comprennent très bien ce que ça veut dire. On est allé dans le 18e ce matin, on leur a posé la question, parole de français Dario Borgogno, et on en parle juste après dans le détail. Regardez. Un budget santé au régime. Incompréhensible pour Pascal, ancienne fonctionnaire de l'AP-HP. La santé, il y a besoin énormément d'argent. Je crois qu'on confond rationaliser et rationner. Donc, voilà, rationaliser, faire en sorte de faire attention, effectivement, les robinets ne sont pas ouverts, mais là c'est vraiment du rationnement et c'est très inquiétant. La préoccupation dans l'esprit des Français, cette baisse du remboursement des visites médicales par la sécurité sociale, une économie d'1 milliard d'euros, mais en conséquence une probable augmentation des mutuelles. Igor, artiste retraité, ne se fait pas d'illusions. Bien sûr qu'elle va augmenter, ça c'est fort probable. Mais on sera bien obligé de faire avec, on ne peut pas se passer de mutuelle. En France, si on n'a pas le droit à la CMU et que vous n'avez pas de mutuelle, vous avez un pépin majeur, vous voyez les frais d'hospitalisation, vous ne pouvez pas vous passer de mutuelle, c'est pas possible. Autre hypothèse évoquée, certains médicaments ne seraient plus remboursés. Pour Lily, mère célibataire au SMIC, la situation risque de devenir compliquée. J'ai un enfant, il a une maladie chronique. Vu que j'ai pas un salaire élevé, du coup j'ai peur si j'arrive pas à payer les médicaments et les soins de mon enfant. Voilà donc pour ces paroles de français qui illustrent combien le sujet est sensible et il faut faire de la pédagogie, mais il y aura aussi une question d'acceptabilité. Jérôme Gage, partons de ces visites médicales, de ces consultations qui seront moins bien remboursées par l'État. C'est forcément, c'est pas ce que dit la ministre de la Santé, derrière les assureurs et les mutuelles qui répercutent sur leurs tarifs. Alors, il faut se remettre le contexte. Il y a une bonne nouvelle pour les médecins, et moi je trouve ça juste, c'est qu'on va augmenter le tarif de la consultation médicale qui va passer à 30 €. C'est le résultat de la convention qui a été âprement négociée tout au long de l'année 2024. Donc on pouvait s'attendre, les médecins sont mieux payés par la sécurité sociale, enfin, en tous les cas, la consultation est augmentée, à ce que le remboursement suive pour les usagers. Et au même moment, l'idée, c'est que là où ce qu'on appelle le ticket modérateur, c'est-à-dire la partie qui reste à la charge
de l'usager qui a déjà augmenté au fil du temps. Maintenant, c'est 30%. Donc là, il passe à 30%. Il passerait à 40%. Concrètement, sur une consultation de 30 €, ça veut dire que l'usager, le malade, le patient, il va devoir sortir de sa poche 12 €. Alors, s'il a une mutuelle, c'est la mutuelle qui va couvrir. Mais déjà, n'oublions pas qu'il y a 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Donc, eux, c'est le problème du renoncement aux soins, de l'évitement des soins en consultation. Quand on est un peu malade, on attend d'être très malade, on va à l'hôpital et au bout du bout, aux urgences, ça revient plus cher à l'ensemble de la collectivité. Premier problème. Et deuxième problème, la nature ayant horreur du vide, puisque les mutuelles doivent mieux rembourser en passant à 40%, immanquablement, elles vont augmenter leur cotisation au moins de 4, 5, 6% l'année prochaine. Et j'ajoute un dernier point, parce qu'on parle du vieillissement et des retraités. Au même moment, ces mêmes retraités, ceux qui touchent une pension de retraite, pendant le premier semestre 2025, on va leur dire on n'augmente pas. C'est la fameuse désindexation des pensions de retraite. Oui. Ce n'est pas sur le sujet de la maladie, c'est sur le sujet des retraites. Mais c'est la sécurité sociale. Mais ça a une conséquence. On va parler en chiffres concrets. Il y a 17 millions de retraités en France. L'économie générée, c'est 3,6 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque retraité va perdre sur ces 6 mois 250 €. C'est à peu près la moitié de sa cotisation pour une mutuelle. Donc mis bout à bout, ça devient très dur. Notamment pour les retraités et les plus âgés. Et ceux qui n'ont pas de mutuelle, on a une fragilisation de l'accès aux soins au moment où on cherche, face aux déserts médicaux, à le rendre plus aisé. Qu'est-ce que vous répondez, Martin Gagnon ? Alors, plusieurs sujets ont été évoqués. Le procès est quand même assez lourd. Oui, parce que j'ai bien compris que ce soir, on ne serait pas nécessairement d'accord, mais on va essayer de débattre quand même. Premier point, il faut rappeler quand même, parce que on prend la situation française, on prend ces mesures qui sont annoncées, etc. Une fois de plus, ne préjugeons pas de ce qui va pouvoir sortir du débat parlementaire. Mais simplement, il faut rappeler que la France est quand même le pays qui, en Europe, prend, ce qu'on appelle le reste à charge, puisque vous parliez du ticket modérateur, est quand même le plus faible parmi les pays européens. Donc, mais il faut quand même le contextualiser, parce qu'on a tendance un peu à oublier l'un des plus faibles même de tous les pays de l'OCDE. Oui, non, mais il y a une chose qu'il faut... C'est le génie de la Sécu française. Il y a une chose qu'il faut que l'on rappelle, c'est que la gratuité, ça n'existe pas en fait. Donc on a vécu, je vous repasse un extrait de Bruno Le Maire qui parlait d'État-providence. Mais l'État-providence, ça n'est pas l'État-abondance. C'est-à-dire que la gratuité, ça n'existe pas. C'est nécessairement payer et à financer. On ne va pas rentrer dans un débat de chiffres, mais on a quand même affaire à un vieillissement de la population qui est massif. On a quand même la vraie question à long terme, c'est la soutenabilité de notre modèle social. Est-ce qu'on y tient ? Comment est-ce qu'on le finance ? Et comment est-ce qu'on assure ? C'est aussi ça la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que ce qui existe à l'heure actuelle et ce dont certains de nos concitoyens bénéficient, comment le transmettre aux générations futures ? Est-ce qu'on change le modèle ? Est-ce qu'on le remet à plat ? Ou est-ce qu'on accepte aussi de refaire des ajustements pour que ce modèle puisse se pérenniser ? Donc ça, c'est quand même le débat un peu de fond, parce qu'on peut parler mesure par mesure et on va rentrer dans le détail, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas perdre de vue quel est l'objectif final et ce pourquoi on se bat tous avec des propositions différentes, mais qui est notre attachement viscéral à un modèle qui est spécifique à la France, qui a fonctionné, qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle, ou en tout cas qui fonctionne moins, et qui va falloir aussi, pour lequel on trouve des ajustements. Vous permettez, vous parliez tout à l'heure de Fillon. Par petite touche, Fillon, il s'est beaucoup fait déchirer, pardonnez-moi l'expression, en 2017, quand il a dit on va séparer le petit risque et le gros risque, c'est-à-dire on va moins rembourser le petit risque, c'est-à-dire la consultation médicale, et on va se concentrer sur l'hospitalisation. Et petit à petit, en réalité, on y arrive quand on passe de 30 à 40%. Donc un prochain gouvernement encore plus libéral, il pourra dire on va à 50%. Est-ce que le gouvernement a les moyens de faire pression sur les mutuelles ? Ce que dit la nouvelle ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, c'est on va les mettre, les assureurs, autour de la table. Et on va travailler avec eux. Non, mais d'abord, par rapport à ce que disait monsieur, effectivement, on est tous, et alors là je vais vous rejoindre, mais peut-être sans doute que sur un point, on est tous très attachés à notre modèle social. En tout cas, moi je le suis. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses. Depuis 7 ans, vous n'avez fait que de réduire les recettes de la sécurité sociale. Alors, si vous réduisez les recettes, vous ne pouvez pas dire « je veux conserver un modèle social que je prive de revenus ». La désindexation des heures complémentaires, la désocialisation, comme on dit, des heures complémentaires. On ne paye plus de cotisations sociales sur les heures complémentaires. Ça, c'est des recettes en moins pour la sécurité sociale. Je ne cite qu'un exemple. Mais sur les mutuelles, est-ce que le gouvernement a des vrais moyens de contrainte ? Le gouvernement n'a pas tellement de moyens de contrainte. Et pourquoi est-ce qu'on mettrait les mutuelles en difficulté pour sauver la sécurité sociale ? Depuis des années, et ça date du gouvernement Hollande, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est assuré que 99% ou 96% de la population avait une mutuelle. À partir du moment où on s'est assuré de ça, on a dit on va progressivement transférer de plus en plus de dépenses sur les mutuelles. Or, le problème des mutuelles, c'est qu'elles sont inégalitaires. La sécurité sociale, elle est égalitaire. Les mutuelles, elles tarifient au nombre d'enfants, à l'âge, même si c'est plus ou moins interdit, mais elles le font quand même.
Donc c'est un mode de remboursement qui est inégalitaire et qui exclut en plus les plus précaires. Parce que ceux qui n'ont pas de mutuelle, ce sont qui? Ce sont les chômeurs, ce sont les travailleurs précaires, ce sont les étudiants qui n'ont plus aujourd'hui de mutuelle. Et donc ce sont ces populations-là qu'on va mettre en difficulté. Et alors aussi on verra les retraités dans le débat été... parlementaire, parce que la configuration politique fait que tout est possible dans ce budget de la sécurité sociale. Je voudrais qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de mesures très concrètes. Fanny Guinochet, les arrêts maladie. Alors là, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le plafond de remboursement va baisser de 1,8 à 1,4 SMIC. Oui, c'est-à-dire... Quelles conséquences? En fait, ça veut dire qu'en fonction de combien vous êtes payé, vous ne serez pas remboursé de la même façon. 1,8 SMIC, ça veut dire grosso modo 3 180 € brut par mois. Donc effectivement, pour ces personnes-là, ces salariés-là, quand ils se mettront en arrêt maladie, ils auront un taux de remboursement qui sera moindre. Et là aussi, il y a une inégalité. Mais après, elle va être discutée au Parlement, puisqu'il y a des inégalités sur les arrêts maladie avec des jours de carence. Oui, et puis il y a des employeurs qui prennent plus en charge que d'autres dans les entreprises. Ils sont plus importants dans le privé. Vous avez 3 jours d'arrêt maladie. Dans le public, c'est différent. Et vous avez effectivement un certain nombre de conventions collectives, donc des secteurs qui peuvent prendre en charge, ou des entreprises qui peuvent prendre en charge ces arrêts maladie. Donc certains salariés ne verront pas la différence et d'autres verront tout de suite la différence. Il faut juste savoir, pour replacer dans les masses quand même, c'est que ces arrêts maladie, si le gouvernement les regarde, ils sont en constante augmentation. Plusieurs explications à ça. Progression de 52% d'arrêt maladie. Plusieurs explications. Alerte après, la Cour des comptes. 52%, c'est quand même pas rien. Il y a peut-être des abus. Il y a plusieurs explications. Le vieillissement de la population, là encore, quand vous êtes plus âgé, vous avez plus de mal. Et puis, vous avez aussi des arrêts maladie qui tiennent aux conditions de travail. En tout cas, c'est ce que portent les syndicats qui disent si les gens s'arrêtent, c'est aussi parce qu'ils sont malheureux au travail. Donc, c'est aussi aux employeurs. C'est un peu normal que les employeurs... C'était le débat pendant les retraites, le sens du travail, les conditions du travail. Exactement. Donc ça, c'est un débat qui, forcément, va revenir. Mais les arrêts maladie, c'est 15-16 milliards d'euros dépensés aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une petite... Ah oui, c'est des masses énormes. Donc, c'est des masses énormes. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, se dit, où est-ce que je peux récupérer de l'argent? Eh bien, effectivement, en plus, c'est une demande du patronat qui se plaint que souvent, il y a des arrêts maladie, entre guillemets, de complaisance. Et le patronat pousse notamment à ce que... on entend beaucoup, c'est vrai, le MEDEF dire c'est pas possible, ça coûte trop cher, il y a trop d'abus en matière d'arrêt maladie. Alors après, il y aura des questions aussi. Il y a la fraude. Vous ne souhaitez pas un jour de carence supplémentaire? Au moins là, ça pose la question du débat clairement dans le public. Oui, juste un point sur ce que vous venez de dire, parce que vous mettez, vous liez l'augmentation du nombre d'arrêts maladie au vieillissement de la population. Mais l'augmentation des arrêts maladie, il n'est pas de cette année. Il date, il se voit depuis plusieurs années. Donc les arrêts maladie, ça ne concerne pas les retraités. Donc le vieillissement de la population, mais en revanche, vous avez plus d'arrêts maladie maladie quand vous avez plus de 50 ans, quand on vous demande de rester au travail jusqu'à plus tard. Oui, mais l'explosion regardez... qui est constatée, elle est massive. Elle ne correspond pas à une détérioration de la santé publique. Vous voulez expliquer comment cette explosion? C'est justement, c'est pour cela aussi que là, vous avez évoqué les chiffres, on est autour de 15 milliards. C'est un coût, c'est colossal. 15 milliards d'économies, 15 milliards, alors sur ces 15 milliards, tout ne peut pas être évidemment revu, mais ça pose en fait la question aussi de, vous parliez du malheur, donc du sens au travail, etc. Ça pose aussi la question du rapport au travail, qui est encore un autre sujet, mais qui a un lien direct aussi avec la santé du salarié, avec la santé mentale aussi, qui est la grande cause nationale annoncée par le Premier ministre. Donc il y a aussi, sur lequel d'ailleurs, là, il y a eu des efforts de consentis budgétairement, parce qu'il n'y a pas que des baisses et des mesures qui rognent sur des acquis, il y a aussi quand même des marges de manœuvre qui sont, parce que je le rappelle, le budget, il est en augmentation, il n'est pas en baisse. Donc on l'a bien compris, on l'a dit, il faut le dire. Donc ça permet aussi quand même de choisir aussi politiquement. Il s'agit de limiter la hausse. Mais moi, je suis là juste pour expliquer, en fait, pour donner les éléments d'explication. Et dans les éléments d'explication, effectivement, est beaucoup avancé le rapport au travail. La progression est due aux jeunes adultes, et c'est essentiellement pour des raisons psychologiques, donc ça renvoie effectivement. Mais c'est aussi, la France est un des pays dans les études qui sont faites sur le travail, c'est un des pays dans lesquels la souffrance au travail est la plus importante. Donc il y aurait peut-être, au lieu d'empêcher les gens d'avoir des arrêts maladie, peut-être travailler sur alors ça, peut-être qu'Astrid Panosyan-Bouvet, la nouvelle ministre du Travail, posera le sujet aux partenaires sociaux. Si je peux me permettre, parce que là, chaque année, il y a des mesures de serrage de vis. Celle dont on vient de parler, sur le durcissement des indemnités journalières, elle va rapporter 600 millions d'euros. Donc c'est une économie, mais qu'il faut comparer aux 250 milliards de dépenses de l'assurance maladie.
Et donc, on fait, voilà, parce que politiquement, on ne peut pas y aller trop brutalement. Donc, chaque année, vous savez, c'est un peu que la grenouille qu'on précipite dans une casserole d'eau tiède et qu'on fait chauffer, ben, elle s'endort et elle laisse faire. Si l'eau est brûlante, elle saute et elle résiste. Là, les Français n'accepteraient pas un tour de vis brutal. Le problème, et Mme Coutinet l'a dit à juste titre tout à l'heure, il n'est pas tellement du côté des dépenses. Parce qu'avec le vieillissement de la population, les progrès médicaux, il y a une augmentation de la dépense médicale. Mais c'est qu'on a appauvri durablement le financement de la Sécu. Le pognon de dingue, le vrai pognon de dingue, il est dans les exonérations de cotisations sociales. Rendez-vous compte, en 2020, c'était 50 milliards d'exonération, ou même un peu moins, 45 milliards d'exonération de cotisations. On est passé à 75 milliards. Mais vous pouvez crier victoire aujourd'hui, Jérôme Guedj, c'est ce que j'allais vous dire. Ce Premier ministre de droite, Michel Barnier, il remodule complètement les allégements de charges. Vous le réclamiez depuis des années. Très longtemps. Nous demandions. Alors expliquez pour ceux qui nous regardent. J'explique très rapidement. On a fait des exonérations de cotisations depuis 1993 en disant le coût du travail, je n'aime pas ce terme, empêche le recrutement. Ça a marché sur les emplois peu qualifiés. Mais ça s'est étendu au fil du temps. Il y a des exonérations de cotisations jusqu'à 3,5 SMIC, c'est-à-dire quasiment presque 5 500 ou 6 000 euros bruts de rémunération. Je veux dire, l'employeur, ce n'est pas parce qu'il a une exonération qu'il va embaucher un cadre supplémentaire ou pas. Donc là, pour la première fois, enfin... Coup de canif dans la politique de l'offre, exactement. totem du macronisme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin. Là, ils font que 4 milliards de baisse des exonérations. Et si à la place, on revenait sur 8, 10, 12 milliards de ces exonérations qui en réalité ne servent pas à grand-chose, alors on n'aurait pas besoin de faire toutes ces mesures. Pas sûr que vous ayez une majorité dans cet hémicycle. Que vous inspire ce débat, J'espère. Guillaume Durand? Alors, moi j'ai passé carrément pratiquement 1 an à l'hôpital. Donc mon témoignage n'aura aucun rapport avec l'économie. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Et je partage un peu l'avis de tout le monde. Mais ce qu'on m'a fait, moi, c'est-à-dire on m'a pris mon péroné, parce que j'ai un cancer de la mâchoire, qu'on m'a mis là à la place de la mâchoire en 3D. La même opération aux États-Unis, $300 000 minimum, voire à la Mayo Clinic, $450 000, dont $150 000 pour le chirurgien. En France, vous en sortez dans des conditions qui sont les miennes, sont les conditions d'un privilégié, mais quelqu'un aurait été opéré, ne serait pas un privilégié, ne serait pas journaliste et n'aurait pas mes revenus, serait quasiment opéré dans les mêmes conditions, avec les mêmes moyens techniques. Donc il ne faut quand même pas transformer le paysage français en une sorte d'enfer, alors que partout dans le monde, on est dans une situation qui est bien pire que la nôtre pour des gens qui sont retrouvent avec des maladies. La Providence est toujours là, et Dieu merci. Alors ça, c'est ce que je veux dire. Point numéro 2, concernant la vie quotidienne à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que quand vous restez à l'hôpital allongé dans des situations qui sont quand même limite je tombe et limite je ne vais pas passer la journée, vous voyez les gens. Les infirmières sont... Les infirmières de tous les niveaux sont très mal payées, travaillent énormément. C'est aussi vrai dans les hôpitaux publics que dans les cliniques conventionnées que j'ai fréquentées aussi. En revanche, il y a 2 choses qui peuvent être, à mon avis, beaucoup plus inquiétantes que la bataille que nous avons actuellement sur les chiffres. C'est que vous avez de plus en plus de profs de haut niveau qui se barrent. Ouais. Et qui se barrent parce qu'ils en ont ras-le-bol de la bataille qu'ils livrent avec l'administration de l'hôpital. C'est une bataille interne qui n'est pas la bataille des chiffres dont vous parlez, mais vous avez des profs de médecine. Je vais vous donner un exemple très simple. Et les rapports de force avec l'administration. À 35 ans, l'homme qui m'a opéré, qui était chef de service à Bichat, je ne vais pas donner son nom, il est prof agrégé, il a 35 ans, il n'a pas de secrétaire. Et il se dirige vers le patron de l'hôpital dans lequel il est, donc Bichat lui demande une secrétaire, parce qu'il peut difficilement faire une opération comme la mienne, qui a duré 11 heures, et après commencer à rédiger toutes les choses. Pas de secrétaire pendant 6 mois. Que s'est-il passé? Il est parti dans une clinique. Mais le même qui a fait 15 ou 17 ans d'études, c'est-à-dire à la fois chirurgie du cancer et en même temps chirurgie de la reconstruction de la face, il est encore en France. Il travaille encore en France, comme Chloé Bertolus, qui a donné le livre magnifique de Philippe Lançon, Le Lambeau. Ils ne sont pas partis, ils sont là, ils nous sauvent tous les jours. Je veux dire, je parle des gens qui sont atteints par des maladies très graves. Donc je crois qu'il faut absolument les retenir en ayant les capacités et les moyens. Oui, mais je reviens sur... Je termine, Myriam. La notion d'accident, qui est par exemple mon cas, et qu'on doit... comprendre, c'est aussi la notion de ce qui est arrivé, et vous le savez, puisque vous parlez de la souffrance au travail,
au pays en entier avec l'affaire du Covid. Parce que, si vous voulez, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il avait envie de faire plein de choses, paf, 2 crises financières. Quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il avait envie de faire un certain nombre de choses. Il est tombé sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu, c'était les attentats. Alors, attendez, là, Et quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a une chose qu'il n'avait pas prévue, qui est en filigrane, ce dont on parle tous, c'est une maladie qui est devenue un phénomène mondial. Alors là, vous enquêtez un peu sur votre livre déjà. Non, mais pas du tout. Mais c'est intéressant. Ça gère, ça implique la question du quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on a été trop loin quand on s'est arrêté? Qu'est-ce que c'est le maire exactement de ce qu'il a raconté à Macron sur le moment où il fallait arrêter et qu'est-ce qu'il a proposé? Moi, je sais un certain nombre de choses qui sont quand même assez loin de la vérité officielle dans ce domaine, mais vous allez en parler parce que vous savez mieux que moi. Ah non, on ne sait rien mieux que personne. Fanny. On voit bien que la difficulté du budget de la sécurité sociale, c'est que c'est d'autant plus difficile de couper dans des dépenses qui touchent les plus âgés, les plus fragiles, les malades. Donc effectivement, c'est très sensible économiquement, mais aussi politiquement. Après, la question qui se pose, c'est que personne n'a envie qu'on rogne les droits, le modèle social, le fait d'être aussi bien soigné quand on est riche que quand on est pauvre. C'est un basique. La seule difficulté, c'est où on trouve l'argent. Ouais. C'est ça. Et là, voilà. Pour le coup, vous voyez, j'entendais sur les dépenses des retraites. Les retraites, c'est le premier poste de dépense. Le gel. Est-ce qu'il faut, par exemple, que le gel des pensions de retraite soit le même pour tous les retraités? Effectivement. Alors ça, oui, mais on va le laisser à la discussion parlementaire. Mais c'est un vrai sujet parce vous pensez qu'on peut différencier en fonction des pensions des retraités. Et là, et des vous voyez, le camp macroniste est sensible. Il y a beaucoup de sujets. On va s'arrêter là. On aurait pu même parler du transport médical parce que ça coûte 6 milliards. J'ai découvert ça en préparant l'émission à l'État. Et là encore, les choses vont être différentes en termes de prise en charge. On y reviendra. Pardonnez-moi, je reviens. C'est un cas précis, ça. Il y a aussi une question de responsabilité personnelle. Parce que moi, sachant que je pouvais payer, j'ai refusé de, justement, me faire transporter par des choses qui étaient remboursées, alors que moi, j'avais parfaitement les moyens de payer. C'est qu'il y a un moment aussi... que votre témoignage est un magnifique plaidoyer pour la singularité de la Sécu française et de l'hôpital public. Et que vous compariez avec du système français en général. Oui. Parce qu'il y a les deux formes d'hôpitaux. Hein. Oui, mais sauf que dans les deux cas, c'est la Sécu qui les finance. Oui, et qu'il n'y a pas de sélection avec votre carte bleue quand vous arrivez à l'hôpital, que vous ayez une petite ou une grave maladie. Et ça, franchement, s'il y a quelque chose qui peut nous rassembler comme républicains, c'est de ne pas le fragiliser. Et vos infirmières dont vous parliez, c'est la conséquence de notre Ondam là, à 2,8%. Il ne pourra pas être mieux payé. Je vous remercie. On est obligé de s'arrêter là pour justement parler un peu de bande à part. Merci. On a ouvert quelques tiroirs dans ce budget santé. On y reviendra longuement puisque le débat va commencer à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Bande à part chez Plon. Ce sont des anecdotes. C'est aussi un récit très personnel avec une plume au bord du chagrin, j'ai envie de dire. Et ça donne beaucoup de rencontres de Nicolas Sarkozy à Claude Lévi-Strauss. On va en parler juste après l'invitation de Stéphanie Despierres. Regardez. Si on vous invite, Guillaume Durand, c'est pour parler de votre dernier livre, dans lequel vous dressez une série de portraits de stars et d'hommes politiques. Après une longue carrière de journaliste, à 72 ans, dites-vous, je n'interviewe plus, je converse. Nicolas Sarkozy vous accorde une longue conversation. L'ancien président revient sur son parcours avec la modestie qui le caractérise. La politique, comme une mystique, m'a choisi davantage que je ne l'ai choisi. Pour vous, Laurent Wauquiez est le carnassier de la politique. Vous le surnommez Burt comme Burt Lancaster. François Bayrou est l'éternel disparu qui réapparaît. Malgré vos multiples tentatives de lui faire raconter en détail la discussion avec Emmanuel Macron, qui scella leur alliance en 2017, le Béarnais n'est pas bavard. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a même pas répondu à vos sollicitations. Vous racontez en revanche 2 rencontres en 2014 et 2024 avec Bruno Le Maire, l'ange exterminateur. On sent qu'il vous intrigue, vous partagez l'amour de la littérature. D'ailleurs, vous posez la question. Le prix Goncourt ou l'Élysée ? Il y a 10 ans, je t'aurais répondu les deux. Aujourd'hui, je veux être fier de ce que je fais, c'est tout. Je suis arrivé à faire avancer mon pays dans la bonne direction. Vous trouvez quelques qualités à Marine Le Pen ? La politique au plus haut niveau nécessite une qualité majeure. Comme en boxe, savoir encaisser. Elle sait. L'autre boxeur du livre, c'est le maire du Havre. Édouard Philippe est de droite mais n'est pas bien pensant, écrivez-vous. Bernard Cazeneuve est tout sauf une évidence.
personne n'aurait parié 1 centime sur son accession à Matignon en 2016, dites-vous. Le socialiste d'ailleurs n'est pas tendre avec le président de la République. Emmanuel Macron n'est pas arrivé dans un monde vierge. Le reconnaître serait élégant de sa part. J'ignore pourquoi il ne le fait pas. Dans votre galerie, il y a un absent, Michel Barnier. Vous nous direz ce que vous inspire ce moment où l'ancien monde tente de cohabiter avec l'ex-nouveau monde. Alors avant d'en parler justement de Michel Barnier, moi ce qui m'a frappé, c'est que vous faites un peu bande à part dans le journalisme politique depuis toujours. C'est tout sauf un bouquin de journaliste politique à thèse avec la recherche d'une forme de vérité très très peu pour vous. Qu'est-ce qu'il représente pour vous les politiques? Alors d'abord, j'ai toujours travaillé un peu tout seul, même si j'ai travaillé dans des collectivités journalistiques, hein, j'ai dans plein de rédactions, donc je me sens tout à fait partie prenante de ces rédactions. Bien sûr. Mais il y a un côté franc-tireur chez vous voilà, dans ce milieu. J'ai toujours fait ça. Je disais souvent le soir, je vais les voir, parce que j'ai l'impression que vous le savez aussi bien que moi, Myriam, on ne peut pas trouver des informations dans les poubelles. Donc, si vous n'allez pas voir directement les gens qui sont en responsabilité, c'est impossible de savoir quelque chose. Au bout d'un certain temps, ça crée évidemment des relations. Ça crée des inimitiés terribles, il y en a beaucoup dans le livre. Avec mais moi, qui j'ai vous avez choisi... rompu d'ailleurs? Oui, par exemple, il m'est arrivé d'avoir ou plutôt de subir des colères terribles de Nicolas Sarkozy, d'avoir des fâcheries terribles avec Villepin, d'avoir des moments avec beaucoup d'autres qui ont été extrêmement compliqués. Mais c'est pas pour ça que je vais écrire sur eux d'une manière méchante, parce que ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne exactement ce qui leur est arrivé. Et vous avez compris ce qui vous attire chez eux? Alors, la première chose, si vous voulez, qui, moi, m'a attiré ma génération, c'était l'armée des ombres. C'est-à-dire que moi, j'ai voté à gauche, j'ai voté à droite, mais dans mon imaginaire, j'ai d'abord voté pour la résistance. Et donc, tous ceux qui se sont bien comportés pendant la guerre, c'est une question qu'on posait à nos parents, puisque c'était quand même ça qui était en question quand je suis né, en 1952, c'est qu'est-ce que tu as fait exactement? On sortait quand même d'un monde de quel côté? Terrible. Voilà. Et ça a marqué aussi bien François Hollande, qui est un père de droite, Nicolas Sarkozy, qui est un grand amoureux de Romain Gary. Tout à l'heure, on a vu Édouard Philippe ou même Bruno Le Maire. Ils se sont posés le même type de questions, y compris Villepin. Donc pour moi, le critère numéro 1, c'est de savoir si ce qui est né avec le général de Gaulle, c'est-à-dire la Ve République, cette espèce de pièce shakespearienne, est-ce qu'elle trouve encore aujourd'hui des acteurs à la hauteur de Richard Burton pour l'interpréter, ou est-ce qu'ils sont plus du tout au niveau? Ils sont rentrés dans des querelles effrayantes et ça va finir très mal. D'ailleurs, c'est un livre sur la violence. C'est pour ça que je parle beaucoup de la culture. Vous parliez de Lévi-Strauss, mais je parle d'Apocalypse Now de Coppola à la fin, parce que la réponse à cette interrogation sur la pérennité de la Ve République, elle est plus dans la culture que dans le monde politique. Alors pourquoi? Ça m'intéresse, parce que vous dites qu'au fond, ce crépuscule de la Ve que vous décrivez très bien... Moi, je le ressens. Vous le ressentez, c'est ça qui est intéressant. Et vous ils en parlent eux-mêmes, hein. Et ça fracasse tous les hommes politiques, le mur de la réalité. C'est bien avant ce qui nous arrive dans cette crise institutionnelle. Vous dites que cette Ve, elle est à bout de souffle, au sens comme un pays qui est épuisé, qui n'en peut plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel sursaut? Vous le voyez? Alors d'abord, quand Michel Debré a rédigé la Constitution, elle était en partie parlementaire, et c'est le général de Gaulle qui est le mythe français, qui a ramené ça entièrement à lui en 62. Ça, c'est le point numéro 1. Après, ce qui se passe petit à petit, c'est qu'on entre dans un système de promesses électorales que tout le monde connaît. Hein. Changer la vie avec François Mitterrand, j'ai pas peur de le dire, j'ai voté pour lui, je trouvais ça génial. Sauf qu'évidemment, quand l'addition est arrivée, c'est la même conversation que tout à l'heure. Donc c'est l'homme providentiel, la grâce, puis la disgrâce, qui ne peut pas honorer ses promesses. Nous avons, nous les médias, et les Français, une responsabilité dans ce qu'on est capable d'accepter comme promesses en sachant pertinemment qu'elles n'ont aucun sens. Bon, mais c'est quoi? C'est culturel? C'est le peuple régicide qui a besoin d'un roi? C'est cette espèce de mélange de l'envie de croire à des promesses électorales qui sont forcément des promesses légèrement démagogiques. Pierre Mauroy, par exemple, Premier ministre de François Mitterrand, que j'ai vu à la fin de sa vie longuement, il ne croyait pas une seule seconde au programme de la gauche, et pourtant il a été le premier à le mettre en musique. Il y a un double discours. Oui, il y a une démagogie qui s'est installée,
Et la deuxième chose que vous avez parfaitement soulignée et qui est importante, c'est qu'à chaque fois, on est tamponné par quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, les attentats, le Covid, les crises financières. Et le chaos du monde est de plus en plus fracassant. Et alors là, on est ensemble parce que vous avez maintenant une espèce de guerre effrayante et la position de la France aujourd'hui, parce qu'on parle du budget de la sécurité sociale, mais il y a aussi notre responsabilité. On a été à un moment un peu la gloire du monde. Pour l'instant, la position française sur le Proche-Orient, tout le monde s'en fout. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de ces politiques que vous rencontrez, avec qui vous conversez, parce que c'est des conversations. D'abord, moi je suis frappée parce que c'est quand même beaucoup un livre sur le corps, sur ce que c'est que la politique physiquement presque, jusqu'à l'épuisement. C'est très très dur. Vous avez hésité à la raconter, cette scène inaugurale sur Jacques Chirac ? Franchement, parce qu'on est presque... Mitterrand, c'était en 95. Il y a Mitterrand dans le premier chapitre. Si vous vous rendez compte, 95 et Chirac, que j'ai attendu. 2001. Vous avez attendu parce qu'à la fois, on est bouleversé, on est fasciné, mais on est aussi gêné. On est gêné de voir ce Chirac presque, malade de la tête. C'est ça que vous racontez. Oui, mais par exemple, quand j'ai vu François Mitterrand, il était porté par les gens du GSPR, il prenait à la tché les médicaments... Il a beaucoup conversé avec mon épouse. Il m'a téléphoné parce que pour me remercier de l'affaire de Maastricht, sans laquelle il n'y aurait pas eu l'euro. Oui, l'émission à la Sorbonne. Et moi, j'étais pétrifié. C'est-à-dire, je voyais l'usure qu'il portait sur son visage depuis le cancer de la prostate qu'il a connu en juillet 81, qui avait transformé le vainqueur triomphant du nom de la gauche en un homme incroyablement intelligent et charismatique, mais pulvérisé par la politique. Oui. Et pareil avec Chirac. C'est-à-dire, Chirac, après son AVC... D'ailleurs, Catherine Ney l'a décrit quand il a été réélu, il était dans un état de dépression terrible. C'est-à-dire le poids d'un système non parlementaire qui repose uniquement sur un homme devient tellement colossal que petit à petit, il y a une sorte de déréalisation qui finit par les toucher tous. Et les portraits, vous les avez cités, vous avez vu les gens, Vaz, Barouin et beaucoup d'autres, mais ils disparaissent. Regardez Bruno Le Maire, 7 ans à l'économie. Il ne se remettra pas, à votre avis? Non, je n'en sais rien, parce qu'à mon avis, il va régler ses comptes. Parce qu'il avait prévu un budget avec l'accord des LR où il y aurait des économies qui seraient considérables. Ça lui a été refusé pour cause d'élections. Et maintenant, on lui fait porter entièrement le chapeau. Comme il écrit très bien, le livre va arriver très vite. Il va dire exactement ce qui s'est passé avec le président de la République. Mais c'est une affaire qui est une affaire extrêmement compliquée. Je ne voudrais pas que ce soit un livre funèbre, mais plutôt un livre d'espoir. En revanche, je pense qu'on a intérêt tous, comme vous l'avez fait pendant l'émission, à regarder les choses en face. Oui. Ce qui n'est pas totalement... Vous l'avez suggéré, le cas des Français qui ont un problème avec l'économie et qui en même temps ont un côté régicide assez dangereux. Alors, je voudrais qu'on dise un tout petit mot. Il y a Nicolas Sarkozy, c'est hyper intéressant. Je donne quelques anecdotes pour donner envie de lire. Qui déteste le mot égalité, j'ai appris ça. Il dit que c'est un mensonge, libre, fraternel, différent. Voilà ce que devrait être la devise de la France. Ça dit beaucoup de lui. Vous les questionnez beaucoup aussi sur Marine Le Pen et sur la montée des populismes en Europe. Est-ce que vous avez trouvé un politique, peut-être Édouard Philippe, peut-être Michel Barnier à venir, qui arrive à mettre le bon diagnostic? Ils disent tous la même chose. C'est-à-dire que justement, le fait que la France ne soit plus le pays de la gloire européenne avec l'Allemagne fait que fondamentalement, c'est comme un moment où on se casse la figure à ski. On essaie de se relever et tout d'un coup, les mouvements populistes gagnent partout en Europe. Ce n'est pas un phénomène français. Est-ce que vous êtes un nostalgique? C'est ma dernière question. Godard, Zeppelin, Norman Mailer, les Beatles, Chinatown, Roman Polanski, tout ça c'était avant, c'était pas mieux avant? Non, c'est pas du tout ça, c'est que j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai commencé ma carrière à la fin des années 70 et on a quand même, avec, j'en prendrai qu'un seul, Claude Lévi-Strauss, on a quand même des géants en France, on a eu des géants de la pensée. Et c'était très émouvant. Il était à votre place et à côté de moi, et j'étais en train de réaliser cette interview. On avait foutu des câbles partout chez lui, rue des Marronniers. C'est la télévision que nous représentons. Sa pauvre épouse, que j'aime énormément et que je salue, qui est quand même une chercheuse au CNRS, avait été quasiment poussée par l'équipe de télé dans la cuisine. Et il m'a dit, vous savez, Guillaume, ce qu'il y a de plus primitif au monde, c'est d'abord et avant tout la télévision. On s'arrête là, merci. Merci
pour l'homme de télévision et pour l'homme de plume aussi. Pour continuer cette conversation, il faut lire Bande à part chez Plon. Vous restez avec moi, Guillaume Durand, parce que c'est l'heure d'inaugurer un nouveau rendez-vous. Ça s'appelle la séance de rattrapage. On vous dit tout de suite. Alors désormais, chaque vendredi soir, on va rembobiner la semaine à l'Assemblée. Et quelle semaine, On pourrait lui donner un titre de film, Les Affranchis, je sais pas moi, Hold-up, arnaque et trahison. Il y a pas mal de choses à dire cette semaine. David Rodalon, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. On va voir s'afficher à l'antenne la une de L'Hémicycle cette semaine. On l'a pas, on la montrera tout à l'heure. Jean-Baptiste, la voilà. Elle est là, Jean-Baptiste Daoulas de Libération. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Elsa Mondingava, ma consoeur d'LCP, ambiance western, je le disais, au Palais Bourbon. On raconte tout ça en commençant par la surprise de la semaine, Elsa. Oui, on peut vraiment parler d'un coup de théâtre. Ça s'est passé mercredi matin à l'Assemblée nationale. Il y avait des élections dans des commissions, puisque certains présidents de commission sont devenus ministres. C'était le cas aux affaires économiques. Et énorme surprise, c'est une présidente insoumise qui a remporté la tête de cette commission. C'est Aurélie Trouvé. Elle est députée de Seine-Saint-Denis et ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Pourquoi ? On rembobine un peu parce qu'en juillet dernier, la droite et l'ex-majorité avaient passé un accord pour ces postes à responsabilité. Depuis, on le sait, Michel Barnier est à Matignon. Il y a vraiment une alliance politique entre la droite et les macronistes. On pensait que ça simplifierait les choses. Pas du tout, puisque Laurent Wauquiez, le président du groupe de la droite républicaine, a décidé de faire monter les enchères, de remettre en cause l'accord de juillet en disant « on réclame, on revendique ». Une commission. Ils ont donc présenté un candidat. Ce candidat s'est retiré au 3e et dernier tour, mais les députés de droite n'ont pas voté pour le candidat du groupe de Gabriel Attal, Stéphane Travert, et c'est donc une insoumise qui a remporté à la fin. Grosse colère dans le groupe. Gabriel Attal, devant ses troupes, a dit « on est tous écœurés de ces méthodes ». Ça raconte quoi, en fait, de Laurent Wauquiez ? Les haines recuites entre la droite et les macronistes sont toujours là ? Ça raconte surtout que dans cette pseudo-majorité, qui est en réalité une minorité absolue, on le voit et on va le voir avec cet examen du budget qui va nous occuper dans les prochaines semaines, on a vraiment des groupes rivaux, des rivalités de personnes, des rivalités d'intérêts. J'utilisais, je crois, sur votre plateau la semaine dernière, la métaphore de l'Assemblée générale de petits copropriétaires. Ouais, les petits copropriétaires, ils ne sont jamais d'accord entre eux pour faire la réflexion du parking, de la toiture. Et là, évidemment, chacun essaye de faire monter ses actions à la hausse. Laurent Wauquiez, il n'est pas content, il estime qu'il a été mal servi sur la répartition donc il fait tout péter. Des postes, donc il fait tout péter et ça promet vraiment de l'ambiance, puisque là on va avoir vraiment l'étape majeure pour Michel Barnier qui est l'examen du budget. Et si vous imaginez que les deux principales composantes de son bloc central, puisque c'est le vocable qu'on utilise, sont à couteau tiré, vraiment ça va être difficile. Jean-Baptiste Daoulas, ça fait donc 2 présidences de commission pour les insoumis à l'Assemblée, sans compter que la gauche est majoritaire au bureau de l'Assemblée. Éric Coquerel aux finances, c'est stratégique. Et maintenant, Aurélie Trouvé pour les affaires économiques. Quelles conséquences ? Ça va avoir des conséquences, disons que sur les pouvoirs qu'un président de commission peut avoir, sur là, comme on va le voir sans doute en parlant sur la commission des finances, c'est plus facile de transformer une commission d'enquête, une commission permanente en commission d'enquête, sur les personnes que vous pouvez interpeller, que vous pouvez convoquer. Ça veut dire que vous pouvez être beaucoup plus pugnace aussi avec les ministres que vous pouvez convoquer devant votre commission. Donc ça veut dire une assemblée qui a toujours eu ce rôle de contrôle de l'exécutif, mais qui va l'avoir encore plus et avec une dimension politique bien plus importante qu'auparavant. Pardon, Myriam, petite précision. Et c'est vrai qu'en plus, c'est la commission des finances qui examine les amendements pour le budget, qui les valide, donc les amendements de l'opposition. Et ensuite, c'est le bureau de l'Assemblée nationale où la gauche est majoritaire qui les valide encore. Donc ça veut dire que le projet de loi de finances, il va vraiment avoir un chemin extrêmement difficile avec cette situation politique. C'est que la semaine d'avant, j'allais dire, le désordre était à gauche avec les déclarations de Glucksmann contre Mélenchon. C'est-à-dire que le problème se pose dans tous les camps. Ce qui a motivé cette dissolution un peu invraisemblable du président de la République, c'est que, dans un premier temps, quand il a pris cette décision après le D-Day, il s'est dit « je vais avoir comme majorité le Rassemblement national, je vais les décrédibiliser très rapidement et ils seront mis en minorité à l'Assemblée, donc je serai débarrassé d'eux, mais aussi... je vais, grenade dégoupillée, c'était, vous vous souvenez, la métaphore de l'époque, je vais aussi expliquer à mes alliés
qui veulent tous devenir président de la République et donc utiliser les 3 ans qui me séparent de la fin de mon mandat pour s'organiser, je vais les mettre dans une situation qui est une situation compliquée, c'est d'instabilité totale. Eh bien, on y est. Voilà. C'est-à-dire qu'on y est totalement. Plus personne n'est prêt, et c'est la guerre entre Attal et le blocage. Pour l'instant, c'est le blocage. Et on voit bien, et on l'a vu cette semaine particulièrement, que 2027 pèse énormément sur les premières discussions qui s'installent sur le budget. À gauche comme à droite. Hein. À gauche comme à droite. Le plus dur commence à l'Assemblée sur ce budget. Tout peut changer, tout peut être réécrit de fond en comble. Oui, puisque la gauche espère obtenir des majorités, même avec le bloc central. Le bloc central n'a pas vraiment l'intention de faciliter la tâche à Michel Barnier. On voit bien que la droite essaye aussi de négocier quelques victoires dans son coin. Donc effectivement, même ceux qui sont censés être ensemble ne sont pas forcément tout le temps d'accord sur les choses. Pour Michel Barnier, le plus dur vraiment commence sur ce budget. Et comme David le disait, il ne peut même pas se reposer sur une minorité. Sa minorité, déjà, elle est très tendue, très divisée. Est-ce que ça veut dire que la coalition... la toute nouvelle, le socle commun peut rompre. Hein. Comment vous voyez ce budget? On avait un député hier qui nous disait en fait non à quasiment toutes les mesures proposées par le Premier ministre et il était de droite. Donc pour rompre, il aurait déjà fallu être ensemble à un moment. La question, c'est simplement de savoir si ces gens veulent faire tomber Michel Barnier. En fait, c'est la seule question qui se pose. Et c'est la seule question qui se pose également à Michel Barnier, c'est est-ce que vous allez me censurer, est-ce que vous allez me faire tomber? Sous-entendu, après moi, le chaos, débrouillez-vous avec la situation politique et financière du pays. Donc c'est plutôt comme ça que la question se pose. Vous allez avoir des gens qui vont à droite et chez les macronistes, c'est pas le cas. Si vous voulez, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est beaucoup plus concrètement, amendement par amendement, article par article, ce qui va se passer. Vous avez des gens qui vont vous dire « Ah, le décalage de la revalorisation des retraites, ça ne me va pas. Je vais voter contre. » Alors l'Assemblée va peut-être voter contre. À la fin, il va y avoir un 49-3 et ce sera au Premier ministre de dire « Je garde tel amendement, j'écrase tel autre vote de l'Assemblée. » Et ce sera comme ça, à moins que vous ne me fassiez tomber. La question qui se pose, c'est est-ce que les gens iront le faire tomber? Et pour comprendre aussi, David, l'ambiance entre ces deux groupes parlementaires, Ensemble pour la République, donc les macronistes et la droite républicaine, les anciens républicains, il y a eu une réunion de groupe cette semaine. Racontez-nous les coulisses, il s'est montré vraiment cassant. Oui, alors il s'est montré extrêmement cassant. C'est vrai que c'était mal parti. Souvenez-vous, dès la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier, il y avait eu des petites piques. Hein. Il avait renvoyé dans ses 16 mètres, comme on dit en football, son prédécesseur, le nouveau Premier ministre. Il y avait eu ensuite cette nouvelle pique après sa déclaration de politique générale, quand Gabriel Attal avait proposé des pistes d'économie. Il lui avait dit en substance « Merci pour les pistes d'économie pour résorber le déficit que j'ai trouvé à mon arrivée et que vous avez laissé ». Donc ça avait quand même considérablement... Il y avait matière à se rabibocher. Patatras, c'est raté. Absolument. D'ailleurs, on pourra en parler après, c'est très intéressant. Et donc, il y avait eu un peu de pommade qui avait été passée après ces premières crispations. Cette réunion de groupe, elle commençait plutôt bien. Il y avait eu une volonté de réconciliation. Et puis, effectivement, il y a pas mal de députés macronistes qui ont posé des questions qui fâchent. Et le Premier ministre s'est à nouveau un petit peu agacé et à nouveau piqué. Donc, on voit que même avec les meilleures intentions du monde, la meilleure volonté, la situation reste extrêmement tendue, encore une fois, entre les deux composantes de la majorité. Ça va être très périlleux. Oui, regardez, on avait recueilli quelques petites phrases justement à la sortie de ces réunions. Regardez ce que des députés nous disent, alors qu'effectivement c'était bien parti au début, ambiance délétère. Barnier nous a mis que des scuds, c'était lunaire. Une réunion qui se passe aussi mal, c'est du jamais vu en 7 ans. Ça c'est un petit panaché, voilà, des réactions de différents courants du groupe. Hein. C'est pas que l'aile droite ou que l'aile gauche, ils étaient assez unanimes en disant on ne comprend pas. Il a été cassant, véhément avec nous. Alors, le dernier thème de la semaine, parce que je voudrais qu'on y consacre un peu de temps, c'est une commission d'enquête, David, qui va commencer. Ça raconte aussi un budget et des déficits catastrophiques. Oui, c'est Philippe Brun, le vice-président PS de la Commission des Finances, qui veut que la Commission des Finances, précisément, se transforme en commission d'enquête, explique-t-il, parce que la situation a été volontairement cachée, je cite, par le gouvernement. Alors, on a vu que la gauche, après la présentation du budget, avait attaqué tous azimuts. Il y a eu la contestation des 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, la mise à contribution des retraités, le fait qu'on ne mette pas assez justement, au contraire, à la contribution les plus riches. Mais là, on est quand même dans le niveau d'au-dessus. Est-ce que ça va prospérer compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui, ça peut tout à fait prospérer et mettre en difficulté le gouvernement.
gouvernement. Ça met le doigt où ça fait mal et ça soulève une vraie question. Comment est-on passé d'une prévision de déficit de 5,1 il y a quelques mois à 6%? Et ça, cette question, tout le monde se la pose et pas seulement dans l'opposition. Il y a Pierre Moscovici, qui n'est pas franchement un membre de la France insoumise et qui est, faut-il le rappeler, président de la Cour des comptes, qui demande, qui souhaite, je cite encore, que l'on sache pourquoi et comment cela s'est produit. Et puis je discutais avec un ministre... Je crois que c'est fondamental pour les Français. Bah oui, je discutais avec un ministre il y a quelques heures qui me disait la même chose, je le cite encore, il faut bien comprendre ce qui s'est passé, je ne sais pas comment on a pu se tromper à ce point, et là je reste poli, son langage était un petit peu plus fleuri. Donc le feuilleton de la recherche des responsabilités, au-delà de la polémique politique qui est de bonne guerre, ne fait que commencer. D'un mot, rapidement, très court. Vous avez sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie, Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien patron du MEDEF, qui a dit que c'est 100 milliards en fait, qui ont disparu. Et les 100 milliards ne peuvent pas être simplement une moindre rentrée fiscale ou des dépenses considérables des collectivités territoriales. Donc il y a un mystère, et le mystère, il est évidemment dans le cercle du pouvoir, c'est-à-dire à quel moment ils ont décidé ou pas d'arrêter le quoi qu'il en coûte, sachant que les élections arrivaient et qu'ils n'avaient pas envie de fâcher les Français. Donc c'est une question fondamentale, elle est démocratique même, les Français veulent savoir. Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir, cette commission d'enquête, Elsa? C'est très simple, Myriam, je vais vous citer l'article 5 ter de l'ordonnance numéro 58 du 17 novembre 1958, parce que c'est celle qu'avait déniché le Parti Socialiste au temps de l'affaire Benalla. C'est ce qu'il faut pour transformer une commission permanente de l'Assemblée, lui doter des pouvoirs d'une commission d'enquête. Alors, il faut déjà que la commission soit d'accord. Ensuite, il faut qu'aucun des groupes de l'Assemblée ou du gouvernement ne s'y oppose. S'il y a une opposition, il peut y avoir un vote dans l'hémicycle. Alors, on va voir, est-ce que le camp présidentiel va gratouiller le règlement pour essayer de voir s'ils peuvent bloquer cette commission? Est-ce que la pression de l'opinion et du politique fait que, de toute façon, il faut ouvrir ce débat? Le groupe d'Éric Ciotti, lui, a déjà décidé de faire une commission d'enquête sur le sujet. Il y aura de toute façon des développements à l'Assemblée. Jean-Baptiste Daoulas, le mot de la fin, il y a la question du pourquoi les comptes publics ont autant dérapé et du comment, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait fallu faire un budget rectificatif avant, comme le demandait Bruno Le Maire? Pourquoi on a laissé les choses en l'état jusqu'aux élections? Et ce qui va être amusant, ça va être de voir quel jeu va être entre la responsabilité politique et la responsabilité administrative. Parce que la responsabilité politique, on voit que celui qui est en danger, en dehors de Bruno Le Maire, que l'on voit à l'image, c'est aussi Gabriel Attal, qui a été ministre des Comptes publics et Premier ministre durant cette période au cours des 2 dernières années. Et Emmanuel Macron aussi. Et Emmanuel Macron également, qui a aussi empêché Bruno Le Maire de déclencher ce fameux projet de loi de finances rectificatif. Tout en lui disant, qu'est-ce que tu as fait Bruno dans un conseil? Exactement. Et le jeu des macronistes, ça va être de se tourner vers l'administration en disant mais qu'est-ce que dans cette administration omnipotente de Bercy, qu'est-ce qui a mal fonctionné? Donc c'est une façon de se déresponsabiliser en allant chercher la responsabilité du côté de l'administration. Sujet ultra sensible, ultra important. Vous avez 10 secondes. 10 secondes, je conseille la lecture, permettez-moi de faire ma publicité, du prochain numéro de l'hémicycle que vous avez montré tout à l'heure, qu'on peut peut-être revoir. Il y a une grande enquête sur les commissions d'enquête parlementaires qui montrent qu'au fil des années et même des décennies, ce qui était purement formel, eh bien, sont devenus de vrais instruments politiques et avec l'évolution des réglementations, sont devenus un vrai moyen pour l'opposition de mordre les mollets de l'exécutif. Peut-être que ce sera le cas sur cette affaire. Eh bien, c'était la première de séance rattrapage. Vous reviendrez, j'espère. J'ai appris plein de choses. Chaque vendredi soir, les coulisses, les images, les temps forts de la semaine au Palais Bourbon. Merci beaucoup, Guillaume Durand. Mais c'était avec grand plaisir. D'être passé nous voir. Lisez Bande à part chez Plon. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine.